Mesdames, Messieurs, bienvenue sur ce plateau. Aujourd'hui, nous allons parler de travail et de travail décent. L'agenda du travail décent de l'Organisation internationale du travail détermine 8 domaines de première importance à prendre en compte pour un mieux-être des travailleurs. Et pour la période 2014-2015, c'est le point 7 qui est à l'ordre du jour. Son objectif, c'est de promouvoir la conformité des lieux de travail par l'inspection du travail. Les échanges d'aujourd'hui ont lieu en marge des travaux de l'atelier de partage du BIT sur la stratégie de mise en conformité des lieux de travail aux normes dans les pays de l'UEMOA. Pour aborder ce sujet, nous avons 5 invités. Il s'agit de M. Moussa Oumarou. M. Oumarou est directeur du département de la gouvernance et du tripartisme à l'Organisation internationale du travail. Madame Bintou Koulibaly travaille à la Commission du travail et du dialogue social de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Elle va partager avec nous l'expérience des pays de l'espace dans plusieurs secteurs, dont l'informel. Il y a sur ce plateau M. Jean-Marie Nonguerma. M. Nonguerma est inspecteur du travail et directeur général du travail. Il représente sur ce plateau le gouvernement. Nous avons un représentant des employeurs. Il s'agit du docteur Camille Kaboré. Les travailleurs sont aussi présents sur ce plateau avec M. Olivier Guy Ouedraogo. Merci à tous d'être venus. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, dites-moi, M. Oumarou, quand on parle de travail décent, de quoi parle-t-on en réalité? Quand on parle de travail décent, c'est d'abord de parler de la promotion de l'emploi, d'un emploi qui soit rémunéré, un emploi qui respecte pour les hommes et les femmes et qui respecte la justice et l'équité. C'est aussi la promotion de la protection des travailleurs et des travailleuses, notamment la protection sociale, un droit à la protection sociale. C'est le respect des droits à travers ce que disent les conventions internationales du travail, la législation nationale, et particulièrement ce que nous appelons les droits fondamentaux au travail. C'est enfin donner la voix aux travailleurs, aux employeurs, à travers le dialogue social. Le point 7 des domaines de première importance parle de conformité des lieux de travail. Quand on parle de conformité des lieux de travail, qu'est-ce qu'on voit, M. Kaboré, vous qui êtes un employeur? Je pense que quand on parle de lieux de travail, effectivement, l'employeur ou le patron est le premier interpellé. Et comme vous savez, l'entreprise est au cœur du développement et sans entreprise compétitive avec des travailleurs qui travaillent dans un cadre de sécurité et de santé, alors on ne peut pas, en tout cas, atteindre les objectifs du développement. Et donc, quand on parle de normes de travail, je pense que le BIT ou l'Organisation internationale du travail a défini des normes à respecter, un cadre à respecter pour que un travailleur puisse, dans le cadre de son travail, s'épanouir et travailler sans risque pour sa santé. Justement, quand on parle de normes du travail, M. Oumarou, c'est quoi, qu'est-ce qu'il y a dans ce concept-là de mise en conformité des lieux de travail? Alors, quand on parle de normes de travail, d'abord, il y a les normes nationales, mais il y a, comme moi je viens de l'Organisation internationale du travail, il y a les normes internationales du travail qui sont de 2 catégories. Vous avez les conventions internationales du travail qui font l'objet de ratification et qui, une fois ratifiées, créent des obligations dans les pays. Et vous avez les recommandations qui dictent un certain nombre de principes et de voies qu'on pourrait suivre. Donc, c'est ça d'abord les normes internationales du travail. Mais aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, il y a un certain nombre de normes internationales de travail qui ont été adoptées par la Conférence internationale du travail, qui sont en vigueur et que les pays qui sont membres de l'Organisation internationale du travail ratifient selon les cas. Une des dernières normes internationales qui a été adoptée, par exemple, c'est
le protocole qui se rapporte à la Convention 29 sur le travail forcé et une recommandation qui a été prise concernant le passage de l'informel au formel. Donc c'est ça. Donc c'est un ensemble d'instruments internationaux qui ont été adoptés par l'Organisation internationale du travail, par les États membres de l'Organisation internationale du travail. Et au passage, je dois dire que l'Organisation internationale du travail, vous savez, a cette spécificité d'être une organisation tripartite parce que vous trouverez dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous disons, dans tout ce que nous édictons, aussi bien le gouvernement, mais également les organisations de travailleurs et les organisations d'employeurs. Justement, pour ce qui est du gouvernement, chaque pays a un cadre législatif national. Monsieur Nonguerma, que dit la loi au Burkina Faso par rapport aux normes du travail? Donc, les normes du travail au Burkina, c'est d'abord le Code du travail. Et avec le Code du travail, il y a ces textes d'application. Vous avez aussi le Code de sécurité sociale qui se charge de réglementer la protection sociale, notamment des travailleurs. Et sur la base, n'est-ce pas, des conventions internationales qui sont un socle sur lequel doit se baser la législation nationale, le Code du travail doit prendre en compte ce qui est édicté sur le plan international. Et concrètement, dans, par exemple, un domaine comme le secteur minier, que dit la loi? Qu'est-ce qui est proposé pour garantir la protection du travailleur? D'abord, pour ce qui est du secteur minier, vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes dans un processus de négociation des conventions des mines. Et donc, actuellement, la base, c'est le Code du travail et la Convention collective du travail, Convention collective interprofessionnelle. Et en attendant l'adoption d'une convention spécifique pour les mines. Donc, pour ce qui est des droits des travailleurs, la référence reste, n'est-ce pas, les obligations qui sont contenues dans le Code du travail et dans la Convention collective interprofessionnelle. Mais est-ce qu'il y a une obligation, par exemple, dont vous pouvez nous parler, qui spécifie cette protection du travailleur? Non, dans tous les domaines, par exemple en matière de salaire, il y a le problème du respect des minima en matière de salaire, le respect du mode de versement des salaires et même en matière de protection sociale. Le Code de sécurité sociale prévoit que tous les travailleurs doivent être affiliés à la CNSS et ça s'impose aux acteurs des mines. Monsieur Ouedraogo, vous êtes représentant des travailleurs sur ce plateau. Comment vous lisez ce Code du travail-là? Est-ce qu'il est suffisamment à votre avantage? Bien, je répondrai de manière mitigée. Il faut se dire qu'effectivement, le Code a des acquis. S'il n'y avait pas de Code du travail, nous nous demandons où nous allons être. Mais d'une part aussi, nous dénonçons un peu certaines dispositions de ce Code du travail. Lesquelles, par exemple? Parce que ce Code a été fait à une période où effectivement le gouvernement disait qu'ils avaient besoin d'investisseurs dans notre pays. Donc, ils l'ont baptisé un Code de travail attractif. Donc, ça nous crée de grandes difficultés. Je prends un seul exemple. Aujourd'hui, un travailleur qui se fait licencier par son employeur, quel que soit effectivement le motif, surtout si le travailleur a totalement raison, et les dommages et intérêts ne peuvent pas dépasser 18 mois. Ce qui amène certains employeurs à budgétiser purement et simplement le licenciement de leurs travailleurs. Et ta tête ne me plaît pas, je me sépare de toi parce que je sais ce que je vais payer d'avance. Voilà un des articles, effectivement, qui nous crée des difficultés et qui crée même des difficultés au niveau de la syndicalisation des travailleurs. Donc, c'est un code. Je dis bien, s'il n'y avait pas de code, ça allait être grave, mais il y a certains articles qui nous gênent. Et présentement, effectivement, nous sommes d'accord avec le gouvernement pour repartir dans la relecture de ce Code du travail. Et grâce, effectivement, aux arguments des uns et des autres, nous pensons l'améliorer au profit des travailleurs.
Docteur Kaboré, est-ce que vous avez la même lecture du Code du travail que... Je ne partage pas l'avis de mon, de votre mon ami, de mon voisin, parce que vous savez, nous sommes dans un environnement globalisé. Le Burkina évolue dans un monde où la compétitivité est de rigueur. Et effectivement, sur le Code du travail, lorsque lui dit qu'il y a des dispositions qui ne les avantagent pas, en fait, c'est de la flexibilité. Si nous voulons avoir des investisseurs pour notre pays, il faut que le Code soit attractif. Et par contre, par rapport à ce qu'il dit, je ne pense pas qu'un employeur va se permettre de licencier un travailleur compétitif. Donc, il faut que le Code soit flexible, que les travailleurs sachent qu'il y a la compétitivité qu'on recherche et que ce n'est pas pour les léger qu'on a planifié, qu'on a plafonné du moins les dommages et intérêts dus au licenciement, mais c'est pour rendre le Burkina plus attractif et plus compétitif dans le monde du marché. Madame Koulibaly, vous êtes au niveau de la commission de l'UEMOA, vous vous occupez du travail et du dialogue social. Est-ce que les pays de l'espace sont attractifs sur le plan du travail et de la conformité? Je suis d'abord directrice générale du travail de la Côte d'Ivoire et j'assure actuellement la présidence d'un organe de l'UEMOA qui est le Conseil du travail et du dialogue social. L'UEMOA qui est d'ailleurs co-organisateur de cet atelier sur la conformité des lieux du travail aux normes du travail qui est organisé par le BIT. Et donc, en tant que membre, ressortissant d'un pays membre de l'UEMOA et travaillant au sein de cette institution, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport aux différents codes de travail qui existent dans les pays? Est-ce qu'ils sont conformes aux normes? Bon, ce que je pourrais dire, c'est qu'actuellement, chacun des 8 États de l'UEMOA a son code du travail. Nous n'en sommes pas encore parvenus à un code uniformisé. Nos cadres de réflexion servent à nous rapprocher les uns des autres, à essayer de nous entendre sur des documents consensuels qu'on puisse appliquer dans chacun de nos pays. Actuellement, l'atelier qui a cours est en train de parler de la conformité des lieux du travail avec les normes du travail. Donc, cet exercice va nous permettre d'examiner la possibilité qu'a chaque pays de rendre les lieux du travail conformes aux normes édictées dans chacun des États. Nous pouvons dire à mi-parcours que nous avons pu échanger et que nous avons pu conclure qu'actuellement, tous nos États, c'est-à-dire nos inspections du travail, ont beaucoup de difficultés pour assurer cette conformité-là aux normes existantes dans chaque État. Donc, il est question à travers cette activité de trouver des stratégies pour renforcer nos administrations du travail afin qu'elles puissent assurer la mission qui est la leur par rapport à la conformité des lieux du travail aux normes du travail. Alors, M. Oumarou, au niveau global, est-ce que les pays de l'espace UEMOA ont des codes du travail attractifs qui permettent une conformité des lieux de travail? Alors, c'est une question difficile parce que, en plus de ça, dans mon rôle de fonctionnaire du BIT, je ne parle pas d'attractivité des codes du travail ou pas. Je parle de codes du travail qui promettent le travail décent et des codes du travail qui permettent de respecter les droits, des codes du travail qui permettent de créer les conditions pour, disons, un développement économique harmonieux, c'est-à-dire qui conjugue à la fois les impératifs économiques et les impératifs sociaux. C'est en ces termes que je raisonne. Alors, ce que je dois dire, on ne peut pas faire une revue des codes du travail sur tous les aspects ici. C'est un exercice assez difficile, en tout cas il me l'est difficile. Mais comme étant le responsable du département qui justement a la charge de faire des commentaires sur les projets de code ou de révision des codes, ce que je peux dire, il y a une évolution qui est très nette, qui est que, en tout cas sur le plan formel et de ce qu'on fait, il y a une évolution pour, disons, une meilleure prise en compte des conventions internationales du travail, des normes, des recommandations de l'OIT pour leur intégration au sein de ce code-là. Avec, bien entendu, de notre part, une mise à disposition des pays pour qu'ils puissent voir quels sont les bons exemples, c'est-à-dire qu'ils puissent comparer un peu comment les choses peuvent fonctionner et donner des résultats probants et avérés. Ceci étant dit,
c'est que pour nous, la législation du travail, le code du travail, comme la réglementation du travail, sont des exercices par excellence de dialogue social. C'est-à-dire le meilleur code, c'est celui qui a, disons, fait autour de lui, je ne vais pas dire le consensus, mais une acceptation, en tout cas une discussion approfondie et argumentée de la part des travailleurs, de la part des employeurs et de la part du gouvernement. Quand on arrive à ce genre de compromis ou dynamique qui permet de prendre en compte les intérêts de toutes les parties, ça permettait d'avoir un code du travail qui soit un code de travail qui va promouvoir davantage ce que je disais tantôt, c'est-à-dire comment à la fois tenir compte des impératifs économiques dans un environnement, comme le disait notre collègue représentant les emplois, dans un environnement de plus en plus concurrentiel, mais sans aussi, si vous voulez, pour autant, disons, baisser la garde en matière de droits, notamment des droits fondamentaux. Quand on parle de conformité des lieux de travail, de normes de travail, certains voient uniquement pensent que ceux qui sont concernés, c'est uniquement les travailleurs du formel, que ce soit du public ou du privé. Qu'en est-il du secteur informel? Votre question est justifiée parce que pendant longtemps, on a travaillé plus pour le secteur formel, en oubliant le segment de l'économie informelle. Ceci est vrai au niveau des différentes administrations du travail que nous avons dans l'espace UEMOA et ailleurs, particulièrement dans les pays africains où quand même le secteur informel est un des secteurs qui pourvoit le plus d'emplois. Mais le plus d'emplois, mais sans si vous voulez me prononcer sur la qualité de ces emplois-là. On pourra faire un long débat pourquoi on a entre guillemets ce dynamisme de l'économie informelle, mais c'est juste pour dire que les inspections et les administrations de travail ont été calibrées pendant longtemps à travailler que dans le secteur formel, puisqu'on a plus ou moins repris les curricula de formation et les traditions administratives héritées de la période de la colonisation. Ce que nous faisons depuis un moment, c'est de dire, ce n'est pas de reproduire un modèle ailleurs dans un contexte de développement économique et social donné, mais c'est de dire quel est le modèle qu'il faudra avoir et qui soit adapté au contexte national. Et le contexte national dans beaucoup de pays, c'est de dire qu'on a un secteur informel très développé, on a un secteur formel en croissance, mais qui est de loin, je dirais, le secteur formel, et de l'autre côté aussi, on a une administration publique qui est quand même assez conséquente. Donc, c'est prendre tout ceci, et sur cette base-là, que ce soit pour les questions des négociations collectives, que ce soit la question de la législation du travail ou de la réglementation du travail. Donc, l'inspection du travail, ce que nous faisons maintenant, c'est de dire comment on peut outiller l'inspection du travail pour qu'elle puisse être efficace dans son intervention, j'allais dire dans l'économie informelle ou bien pour l'économie informelle. Et justement, Madame Coulibaly, quelle est votre expérience en matière de gestion de la conformité aux normes des travailleurs de l'informel? Bien, comme le disait tantôt le directeur, nos inspections du travail ont été formatées, on va dire en quelque sorte, pour intervenir dans le milieu formel. Ce qui fait qu'elles interviennent très peu dans le secteur informel. Ces interventions sont rares, elles se font souvent sur la base de dénonciations ou de plaintes qu'il faut nécessairement instruire. Donc là, il est question de leur donner des rudiments à nos inspecteurs du travail pour qu'ils puissent aller vers le secteur informel qui, par la force des choses, est devenu, dans nos États, le principal pourvoyeur d'emploi. Comme le disait le directeur, on ne parle pas là de la qualité de l'emploi, mais l'offre d'emploi existe dans ce secteur informel. Les emplois y sont et il faut que l'administration puisse investir ce secteur-là et essayer d'encadrer ces travailleurs, ces milieux-là. Est-ce à dire que maintenant, le secteur informel est délaissé par l'inspection du travail? Délaissé, ce n'est pas le mot que j'emploierais. C'est vrai que par rapport aux outils qu'ont les inspecteurs, ils se tournent un peu plus naturellement vers le secteur formel, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne vont jamais dans l'informel. Ils y vont, mais pas suffisamment. Donc, ce que nous souhaitons faire maintenant, c'est de leur donner les moyens, les rudiments, pour investir ce secteur où se trouve un nombre considérable de travailleurs désormais. Et le BIT,
tout comme l'UEMOA, développe beaucoup d'activités dans ce sens. Récemment, le BIT a mis en place un outil méthodologique pour permettre aux inspecteurs de pouvoir investir l'économie informelle et pouvoir y intervenir de façon assez conséquente. Et plusieurs pays de l'espace UEMOA participent à cette expérimentation, dont la Côte d'Ivoire, le Togo, le Sénégal et autres. Nous reviendrons sur cet outil méthodologique-là. Mais Monsieur Nonguerma, quelle est l'expérience du Burkina Faso? Est-ce que le secteur informel est pris en compte au niveau de votre inspection? Oui, au niveau du Burkina Faso, comme Mme Koulibaly l'a dit, c'est-à-dire que le secteur informel, la difficulté, c'est comment y intervenir. Et c'est comme il le dit aussi, on y intervient à contre-coup, parfois sur des situations qui interpellent l'inspection du travail. Quelle situation, par exemple? Non, il y a parfois des situations assez criardes en matière de conditions de travail. Et il y a des secteurs qui sont plus ou moins formalisés, mais qui demeurent dans l'économie informelle et pour lesquels, parfois, l'inspection du travail est obligée d'intervenir comme étant une entreprise formelle. Donc, ce sont ces genres de situations. Mais il faut relever que déjà, en matière de conflit de travail, l'inspection du travail ne fait pas la différence entre un conflit né dans le secteur formel ou dans le secteur informel. Tout conflit qui arrive à l'inspection du travail est géré comme tout autre conflit, avec les mêmes rudiments, c'est-à-dire sur la base du même code du travail, sur les bases du même texte réglementaire. Maintenant, avec le BIT, comme Mme Koulibaly l'a relevé, il y a cette méthodologie qu'on est en train d'enseigner. Nous avons fait un atelier un peu de dissémination de la méthodologie d'intervention de l'inspection du travail dans l'économie informelle. Et nous avons, au niveau de la direction régionale du centre, mis en place une feuille de route qui est en expérimentation pour permettre de vulgariser la méthodologie au niveau de toutes les inspections du travail. Au cours du mois de septembre, nous ferons aussi des ateliers de partage de cet outil aussi bien à Bobo qu'à Kaya. Bobo regroupant Bobo, Tulasso et Bafora, et Kaya, les 4 régions que sont le Sahel, le Nord, le Centre-Nord et le Plateau central. Donc ce sont des expériences pour vraiment enrichir l'intervention de l'inspection du travail dans l'économie informelle. Parce que c'est comment intervenir pour que sauvegarder aussi bien les emplois que la compétitivité de ces entreprises-là. Justement, M. Ouédraogo, vous êtes représentant des travailleurs. Aujourd'hui, si on doit parler de taux d'adhésion au syndicat, est-ce que vous avez un pied, si on peut le dire ainsi, dans le secteur informel? Comment vous travaillez avec le secteur informel? Nous dirons que nous avons plus qu'un pied, parce que vous savez très bien que la naissance du syndicalisme, c'est l'industrialisation. Et au XVIIe, XVIIIe siècle, avec toutes les conditions que vivaient les ouvriers, de promiscuité, de souffrance et autres, c'est ce qui a donné lieu à la naissance du syndicalisme. Aujourd'hui, quand vous regardez beaucoup de travailleurs du secteur de l'économie informelle, comme le disait monsieur le directeur, les conditions de travail à ce niveau, parfois, vraiment sont pénibles. Pas de protection sociale, pas de temps de travail, tout ce qui est contraire au travail décent. La majorité des travailleurs de l'économie informelle évoluent dans cet ordre. Donc, naturellement, ils sont devenus effectivement majoritairement des militants de nos syndicats. Et nous avons commencé à les mobiliser un peu tôt, et pratiquement avant les années 90, ce n'était pas très élevé. Mais après les années 90, avec les programmes d'ajustement structurel, nous avons constaté que beaucoup de nos camarades du formel s'étaient retrouvés dans l'informel avec la fermeture des entreprises et autres. Et là, nous avons beaucoup pris conscience de ce qu'étaient vraiment les travailleurs de l'informel. Et dès lors, nous les avons mobilisés dans nos organisations syndicales. Et au Burkina Faso, il faut se dire que le mouvement syndical a réclamé la mise en place d'une structure
devant gérer l'économie informelle. Et ça s'est traduit au niveau du gouvernement par la mise en place d'une direction générale logée au niveau du ministère de la Jeunesse, de la Formation professionnelle de l'Emploi, une direction générale de l'informel. Et nous avons, quand vous regardez dans nos plateformes revendicatives du 1er mai, vous avez des doléances des travailleurs du secteur de l'économie informelle. Donc, ce n'est pas un pied, je dirais peut-être même un pied et demi. Et voilà, concernant effectivement l'adhésion des travailleurs de l'informel au niveau des syndicats. Docteur Kaboré, vous êtes le représentant des employeurs, vous êtes du secteur formel. Comment vous travaillez à ce que certains du secteur informel arrivent, comme vous, à un degré d'organisation qui permet de garantir un travail décent et une conformité des lieux de travail pour ceux qui les emploient? Merci. Il faut se dire qu'au sein du Conseil national du patronat, qui regroupe plus de 75 groupements et associations professionnelles, les associations du secteur informel y sont. Et donc, nous procédons par vraiment la sensibilisation par pair. Et nous avons eu pas mal de sensibilisation sur le respect des normes internationales du travail, notamment la protection sociale, tout ce qui entoure vraiment les conditions du travail. Donc, nous procédons par la sensibilisation et d'ailleurs, nous travaillons aussi de concert avec le ministère du Travail afin que nous puissions mettre en place l'accompagnement nécessaire à ce secteur. Parce qu'une économie qui est basée sur l'informel restera une économie informelle. Et je ne pense pas qu'aucun pays dans ce monde ne puisse se développer en se basant sur l'économie informelle. Je pense que tout ce qu'on est en train de faire, c'est juste une transition, mais il va falloir qu'à un certain moment, l'économie informelle là, s'amenuise pour que nos pays se développent. Et justement, il y a quelques mois, il y a eu des saisies d'acteurs du secteur, enfin, des saisies de produits d'acteurs du secteur informel qui fabriquaient eux-mêmes de l'huile avec pas dans des conditions sanitaires requises, du vinaigre et autres. Quand il y a des cas comme ça, qu'est-ce que vous, en tant que patronat, vous dites à ces responsables de structures qui ne sont pas des structures informelles? Qu'est-ce que vous leur dites? C'est une activité illégale et nous sommes au-dessus de la loi. Je pense que quand il y a ces cas-là qui constituent des risques pour la santé publique, je pense qu'il faut que la loi s'affirme. Parce que ça constitue de la concurrence déloyale et c'est un risque sanitaire. Et pour ça, le patronat réaffirme en tout cas son soutien au gouvernement pour que ces cas-là puissent être éradiqués. Et pour revenir à l'outil méthodologique de suivi de ce qui est fait, Madame Coulibaly, parlez-nous un peu de cet outil méthodologique-là et à quelle conclusion ou à quel résultat vous êtes parvenu à mi-parcours, si on peut dire. Bon, pour parler de l'outil méthodologique, je pourrais d'abord indiquer que le secteur informel, qui, comme on le dit, il a plusieurs définitions, ce secteur informel, mais tous les acteurs s'accordent à dire que c'est un secteur qui échappe à toute réglementation, aussi bien administrative que juridique, et c'est un secteur où on trouve des unités très peu structurées. Donc, pour pouvoir amener ce secteur à se conformer aux normes en vigueur, il ne faut pas transposer le modèle classique de contrôle d'inspection, parce qu'on pourrait très rapidement aller à l'échec. C'est pour ça qu'en accord avec le BIT, nous avons travaillé à faire sortir un outil spécifique au secteur informel, pas pour encourager ce secteur, mais pour le conduire progressivement vers la norme, vers ce qui est requis pour la santé et la sécurité des travailleurs, ce qui est requis pour rendre ces unités plus productives, donc ce qui est requis pour qu'il y ait un véritable intérêt aussi bien pour l'État, parce que l'économie serait boostée, pour le travailleur que pour l'employeur lui-même. Donc cet outil, c'est une méthode particulière d'intervention qui se base surtout sur la pédagogie, la sensibilisation, l'accompagnement des unités, c'est-à-dire donc que la répression n'est pas systématique. C'est sûr que quand vous tombez sur des cas très particuliers tels que l'utilisation des enfants à des travaux dangereux et autres, là, on sera obligé d'intervenir. Nous sommes des services publics et nous avons ce mandat-là.
Mais il s'agit là surtout d'accompagner ces unités pour les rendre plus productives, pour protéger la santé des travailleurs, pour les conduire progressivement vers la norme. Donc cet outil a sorti ce mécanisme-là. C'est un mécanisme très participatif. Il n'y aura pas que les inspecteurs du travail face aux partenaires sociaux, c'est-à-dire les travailleurs, les employeurs. Il y aura également les acteurs de ce secteur-là, c'est-à-dire les employeurs du secteur informel, les travailleurs du secteur informel, les institutions de prévoyance sociale, les chambres de métier. C'est-à-dire qu'il faut que toutes ces intelligences soient fédérées pour pouvoir faire l'accompagnement de façon très efficace. Donc c'est un outil très pointueux qui fait intervenir toutes ces personnes pour qu'on puisse parvenir à des résultats édifiants. On ne peut pas là, à ce stade, parler de résultats parce que l'outil a été validé au centre de formation de Turin en mars dernier. Actuellement, il est en pleine expérimentation. La Côte d'Ivoire ne vient que de traverser la première phase alors qu'il y a 5 phases. Il y a des pays plus avancés tels que le Sénégal et le Togo. Donc nous y travaillons et je pense qu'en novembre ou en décembre, en fonction de ce qu'aura décidé le BIT, nous pourrons déjà faire un premier point après au moins une demi-année d'expérimentation dans nos différents États. Monsieur Oumarou, dites-nous comment vous voyez l'évolution de la chose. Est-ce que ça pourrait se dupliquer aux autres pays de l'espace UEMOA? Écoutez, sur cette question de cet outil méthodologique, ce qu'il faut dire, c'est que c'est un outil qui est là, qui pose qui pose une démarche et une approche. Donc, il faudra adapter selon les secteurs de l'économie informelle, selon les pays, selon un certain nombre d'éléments liés au contexte. C'est qu'une fois que les professionnels de l'inspection du travail sont formés à ce genre d'outils, ils pourront maintenant voir comment ils peuvent approcher le secteur informel ou, si vous voulez, les acteurs de l'économie informelle. Comme l'a dit tout à l'heure Mme Koulibaly, ce qui est important, c'est que ce que nous faisons aujourd'hui pour le secteur formel, il faudra que nous puissions voir comment nous pouvons intervenir pour et en faveur de l'économie informelle. Parce que de deux choses. D'abord, une administration ne peut pas, si vous voulez, occulter l'existence d'autres acteurs et une partie de son économie, quelle que soit la prestation qu'on porte. Et deuxièmement, l'État, dans son rôle de garant du respect des droits et de la sécurité et de la santé des populations, est à l'obligation de s'intéresser à tout ce qui se passe ailleurs. Pour revenir à cet outil, il est en phase d'expérimentation. Ce qui se passe aussi bien au Togo qu'au Sénégal ou ailleurs, ou même ce qui se passe en Asie, en Inde ou en Amérique latine, où le phénomène existe. Aujourd'hui, nous n'avons pas suffisamment de recul pour dire voilà ce qu'on fait. Donc on est en train d'évoluer, on est en train de tester, et nous sommes un peu convaincus que nous arriverons à des résultats probants, parce que nous passerons au moins d'une situation, j'allais dire, d'abandon, entre guillemets, de ce secteur à une situation d'intervention. Ce qui est important à dire aussi, c'est que pour éviter un certain nombre de déboires, il faudra comprendre que la démarche pédagogique, amener les acteurs du secteur, je parle d'une manière générale de l'économie informelle, amener les acteurs de l'économie informelle à comprendre l'intérêt qu'il y a à respecter un certain nombre de normes qui concernent les droits fondamentaux, qui concernent la sécurité, la santé et sécurité au travail, qui concernent, si vous voulez, l'organisation du travail sur le lieu, et ceci est de nature à les amener à comprendre et à accepter l'intervention de l'administration du travail dans ce secteur-là. Parce que la caractéristique du secteur informel, c'est qu'on ne sait pas où il se trouve, où les gens se trouvent, et que du jour au lendemain, une entreprise X identifiée ici, demain on vient, on ne la trouve pas. Et si on vient avec l'intention de l'amener à se formaliser de force et tout de suite maintenant, avec un certain nombre de contraintes, elle disparaît, elle va se recréer ailleurs. Donc c'est vrai qu'il faudra, tout en disant, en étant très clair, très net en ce qui concerne le travail forcé, le travail des enfants, ou quelquefois des risques graves à la santé ou à la sécurité, là il faut être très clair et très net, et que l'inspection doit jouer son rôle de corps de contrôle de l'État et qui disent stop, on arrête ça. Il faudra que pour les autres aspects, avoir beaucoup de pédagogie pour pouvoir amener les gens à s'intéresser et à ce travail,
et en étant pourvoyeur de services ou par une autre de services aux acteurs du secteur informel, on peut les amener progressivement à trouver l'intérêt à se formaliser. Donc c'est ça la grande problématique que nous avons sur cette question-là. Donc nous n'avons pas assez de recul pour dire voilà ce qui se passe, mais ce qui est certain, c'est que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie ou en Amérique latine, il y a un intérêt à dire qu'on ne peut pas fermer les yeux sur ce qui se passe dans ce domaine-là. Il y a une nécessité d'intervenir et qu'il faudra qu'il y ait une nouvelle approche et une nouvelle stratégie et une démarche qui permettrait de voir comment assurer la conformité du lieu de travail, de l'économie informelle, avec les normes nationales et les normes internationales du travail. Le point 7 des domaines de première importance fait la part belle aux inspecteurs du travail. Et M. Nonguerma, comment vous travaillez à ce que les lieux de travail soient conformes aux normes nationales ou internationales? Oui, pour ce qui est, n'est-ce pas, de la mise en œuvre de ce programme ACI 7, le renforcement de la conformité des lieux de travail, c'est d'abord, comme on l'a relevé, le renforcement des capacités des inspecteurs du travail et notamment pour leur donner les rudiments nécessaires pour permettre d'intervenir sur les lieux de travail qui fassent respecter par les partenaires de l'entreprise les normes nationales et internationales du travail. Et dans ce processus, il faut que les employeurs et les travailleurs soient impliqués parce que c'est du domaine, n'est-ce pas, du tripartisme. Si l'inspection du travail va dans une entreprise et ne requiert pas la coopération des employeurs d'abord et ensuite des travailleurs, en fait, son contrôle ne risque pas d'aboutir suffisamment. Il ne peut pas aller pénétrer dans une entreprise sans pouvoir requérir, n'est-ce pas, la complicité du chef d'entreprise. Et justement, Madame Coulibaly, comment vous travaillez au quotidien en Côte d'Ivoire pour permettre aux travailleurs d'avoir les meilleures conditions? L'administration du travail est là pour concevoir et appliquer la politique nationale en matière de travail. Donc nous nous occupons de tous les aspects. Nous avons des services d'inspection du travail qui quotidiennement rencontrent les travailleurs, font d'abord leur mission principale qui est le contrôle. C'est-à-dire qu'elles vont en visite d'entreprise pour constater ce qui s'y passe, ce qu'il y a à rectifier. Elles donnent des conseils aux employeurs et aux travailleurs. Elles font des mises en demeure pour essayer de corriger le tir. Également, dans ces missions régaliennes, l'administration du travail fait du conseil à ses bureaux. C'est-à-dire les partenaires sociaux viennent nous voir pour nous présenter des situations, pour nous consulter. Et là, nous avons pour mission de leur donner les conseils adéquats pour qu'ils puissent continuer leur activité sans trop de problèmes. Nous sommes également là pour gérer les conflits sociaux. C'est vrai que lorsqu'il y a des rapports professionnels, cela n'exclut pas qu'il puisse arriver de temps à autre les conflits. Donc nous sommes également là pour gérer ces conflits et permettre aux entreprises et aux travailleurs de continuer à agir sereinement et dans les meilleures conditions. Donc c'est à tous ces niveaux que nous intervenons. Certains disent que les inspecteurs du travail sont les mal-aimés de l'administration ou que les employeurs ne sont pas toujours contents de les voir arriver. Docteur Kabouré, comment vous accueillez les inspections du travail chez vous? Je pense que pour nous, l'inspection du travail, c'est un partenaire. Comme on vient de le dire, le tripartisme, il n'y a pas d'employeurs, de travailleurs sans qu'il y ait l'administration du travail. Je peux résumer en disant que ce tripartisme, c'est comme un couple, un couple avec son témoin. Donc, l'inspection du travail est là pour nous accompagner, nous sensibiliser toujours, mais quelquefois nous réprimander. Mais je pense que c'est un accompagnement nécessaire parce que une entreprise ne peut pas se développer si au sein de l'entreprise, il y a des dysfonctionnements par rapport aux normes du travail. Parce que je pense que les normes du travail ne sont pas là pour constituer un frein pour l'entreprise, mais c'est pour accompagner l'entreprise
Monsieur Nonguerma, quelles sont les difficultés que vous rencontrez au quotidien dans vos tours des différentes administrations, qu'elles soient du public ou du privé? Bon, pour ce qui est de l'activité au quotidien, faut se dire que, comme Mme Koulibaly l'a dit, il y a les missions de contrôle, le conseil et la gestion des conflits. Et les difficultés, d'abord, sont d'ordre humain, matériel et puis peut-être logistique. Parce que pour contrôler les entreprises, il faut que les inspections du travail puissent disposer de moyens adéquats, en véhicules, en carburant, en personnel, pour pouvoir quadriller, n'est-ce pas, toutes les zones qui sont toutes les entreprises qui sont sur leur ressort territorial. Quand vous prenez par exemple une direction, une zone comme Ouagadougou, c'est une concentration de main-d'œuvre et d'entreprises pour lesquelles la difficulté, c'est de pouvoir couvrir en une année toutes ces entreprises-là et éventuellement revenir faire une contre-visite pour voir si les prescriptions qui ont été faites sont respectées. Donc, il y a cette difficulté d'ordre matériel, humain et logistique, mais il y a aussi la méconnaissance au niveau des partenaires sociaux. Parfois, ce n'est pas volontairement que l'employeur ne respecte pas la législation, c'est peut-être parce qu'elle ne connaît pas la disposition irrélative. Donc, il y a déjà ça. Donc, au niveau des travailleurs, là, il n'y a pas beaucoup de difficultés, sauf que parfois, il y a des prétentions qui vont au-delà de la possibilité et qui est offerte à l'inspecteur du travail. Vous arrivez dans une entreprise, parfois, même ce qui est prévu dans la convention collective ou l'accord d'établissement, les travailleurs auraient bien voulu aller au-delà. Mais bon, ça, ce sont des difficultés qui ne sont pas très courantes, mais c'est principalement ces genres de difficultés qu'on rencontre. Ensuite, au niveau de nos partenaires, c'est-à-dire au niveau de la police ou la gendarmerie, parfois on peut se retrouver dans le cadre de la gestion des conflits à vouloir leur appui, mais eux aussi parfois ils se retrouvent à accuser les problèmes d'ordre matériel ou logistique pour pouvoir nous faire déférer, par exemple, quelqu'un qu'on a convoqué et qu'il refuse. Et justement, en matière de gestion des conflits, quand vous convoquez, ce n'est pas toujours évident, parce que c'est généralement le travailleur qui fait convoquer, mais ce n'est pas toujours évident que l'employeur réponde à la première convocation. Alors que, bon, c'est une prescription aussi de la loi qui veut que toute difficulté, tout conflit en matière de travail soit réglé à l'amiable, ce qui donne à l'inspecteur du travail un moyen pour la résolution qui est de convoquer l'employeur pour l'entendre par rapport à cela. Mais est-ce qu'il y a des moments où c'est l'employeur qui convoque l'employé? Oui, il y a quelquefois, de mon expérience, il y a quelquefois des employeurs qui ont convoqué, soit parce que c'est surtout dans les cas de démission abusive, le travailleur démissionne sans prévenir et parfois sans respecter son obligation de rendre compte, puisque parfois il y en a qui sont responsables de services ou de matériel. Il faut qu'ils rendent compte avant, s'il veut démissionner, il faut qu'ils rendent compte avant de partir. Mais le plus souvent, comme il démissionne de façon abusive, ça veut dire qu'il ne respecte pas le préavis qui est obligatoire quand on veut démissionner. Donc, il se trouve que des employeurs, parfois, ce n'est pas peut-être le gain, l'aspect financier qui l'intéresse, le dédommagement, mais c'est peut-être parfois pouvoir récupérer certaines choses appartenant à l'entreprise ou en tout cas attirer l'attention du travailleur qu'il doit respecter une procédure avant de démissionner. Monsieur Ouedraogo, vous qui êtes travailleur, comment vous percevez généralement les inspections du travail? Bien, comme le dit Monsieur Dr Kaboré, mon employé.
Bon, nous avons pratiquement la même perception. Ce sont des partenaires et des partenaires précieux pour nous, pour vraiment faire respecter les normes du travail au niveau des entreprises. En tout cas, à notre niveau, nous n'avons pas beaucoup de griefs à l'adresse de l'inspection du travail. Mieux, en tant que travailleurs comme nous essayons d'une manière ou d'une autre de les épauler à ce qu'ils puissent eux aussi défendre leurs droits. Effectivement, ils travaillent dans des conditions difficiles et ils ont souvent effectivement des revendications pour améliorer leurs conditions de travail, et le mouvement syndical ne tarde pas à soutenir l'inspection du travail dans ce sens. Ce que nous déplorons par contre est que l'inspection du travail fait souvent bien son travail, mais l'application au niveau des employeurs, la plupart du temps, et nous ne voyons pas, pour certains, beaucoup de changements. La preuve, vous avez toujours des usines, des entreprises, et vraiment où les conditions de travail sont extrêmement difficiles et même dangereuses. Et vous êtes de la presse, vous êtes sans ignorer qu'il y a des entreprises au Burkina Faso où pratiquement, bon, à chaque moment, il y a des accidents et même des pertes en vies humaines. Et ces entreprises continuent à fonctionner. Et nous restons dubitatifs justement face à ces situations-là. Et sinon que nous savons que l'inspection du travail fait de son mieux avec ce qu'ils ont. Et comme je l'ai dit, ça fait partie de l'arsenal qui a effectivement permis aux travailleurs aujourd'hui d'exister en tant que tels avec leurs droits et pouvoir effectivement monnayer leur force de travail pour vivre décemment. Docteur Kaboulé, vous qui représentez le patronat, qu'est-ce qui empêche des patrons de se conformer aux décisions de l'inspection du travail? C'est d'abord la méconnaissance de la législation du travail. Deuxièmement, c'est l'absence de culture entrepreneuriale. Nous venons de dire qu'il y a plus de 90% de l'activité économique qui relève du secteur informel. Et donc, ce secteur-là est difficile à pouvoir ramener dans les normes du formel. Je pense que nous faisons un travail de sensibilisation avec l'accompagnement des partenaires. Ça prend du temps parce que déjà, si vous avez une masse critique de personnes qui sont analphabètes, la compréhension n'est pas si facile. Et donc, ça prend du temps, mais je pense qu'avec le travail qui est fait dans tous les secteurs, je pense qu'on pourrait y arriver. Donc, quand on parle de travail de l'inspection du travail, on a souvent l'impression, beaucoup de travailleurs ont souvent l'impression qu'ils n'ont que des droits. Et est-ce que quand vous faites le contrôle, quand vous passez dans les services, vous parlez des devoirs aussi des travailleurs et comment cela est perçu? Oui, parce que l'une des missions de l'inspection du travail, c'est les informations et les conseils. Quand on va en entreprise, il y a des informations qui sont données sur ce que doit être la législation, sur ce qui doit être l'application de la législation. Mais il y a aussi que les inspections du travail, notamment au Burkina, à travers toutes les régions, essaient d'organiser ce qu'on appelle des séminaires en entreprise ou bien des séminaires ateliers pour la vulgarisation, en quelque sorte, de la législation du travail, pour permettre aux travailleurs de connaître leurs droits. Et le thème qui est le plus souvent développé lors des séminaires qui sont organisés par les inspections du travail, c'est les droits et devoirs des partenaires sociaux, c'est-à-dire aussi bien travailleurs qu'employeurs. Vous savez que pour le travailleur, ce qui lui est un droit est une obligation pour l'employeur. Pour l'employeur, ce qui lui est un droit, c'est une obligation pour le travailleur. Donc, on essaie de montrer à chacun des partenaires quelles sont ses obligations, quels sont ses droits.
Donc, c'est vraiment, véritablement un pan de l'activité de l'inspection du travail qui est peut-être parfois méconnu, mais qui produit aussi un certain nombre de résultats, parce que c'est à travers ça que nous pouvons permettre aux gens de connaître mieux leurs droits et leurs devoirs. Monsieur Oumarou, qu'est-ce qu'il faut changer au regard de ce qui vient d'être dit ou améliorer pour permettre aux travailleurs de bien vivre de leur travail? Votre question est compliquée parce que on était sur l'inspection du travail, on est arrivé à ça. Donc, je vais essayer de prendre un raccourci qui consisterait à dire pour que les travailleurs soient bien à l'aise, il faut rendre les lieux de travail conformes avec la législation nationale, les normes internationales du travail et la réglementation nationale aussi. Si on arrive à mettre en œuvre, à faire appliquer, à respecter la législation nationale, la réglementation nationale, qui en gros est inspirée des normes internationales du travail, un gros pas sera fait pour que le lieu de travail soit un lieu sûr, soit un lieu donc, où les travailleurs ont leurs droits, mais là où aussi l'entreprise fonctionne et fonctionne de manière, j'allais dire, efficace. Parce que c'est ça aussi ce que nous faisons. Parce que l'objet des normes, ce n'est pas c'est certes de protéger les travailleurs, mais ce n'est pas être un frein pour l'entreprise et pour l'emploi aussi. Voilà ce que je veux dire. Donc, grosso modo, ce que nous visons, et c'est ça l'objet de notre présence ici à Ouagadougou et de la réunion ministérielle que nous allons avoir vendredi, c'est que nous voulons voir dans quelle mesure, sur quel levier on peut agir de façon à ce que les lieux de travail soient des lieux de travail, comme je le disais tantôt, respectueux des normes nationales et internationales du travail. Cela suppose que c'est une combinaison de mesures, c'est une approche intégrée qu'il faut avoir, qui va du rôle de contrôle de l'application de la norme par l'inspection du travail, à la partie conseil par l'inspection du travail, à la coopération sur le lieu de travail entre les employeurs et les travailleurs, et par la mise à disposition de tous d'informations et de formation pour que les questions de sécurité et santé au travail puissent être abordées au sein de l'entreprise, sur le lieu de travail, pour que la sécurité et la santé des gens soient assurées, mais pour que tous les droits aussi puissent être là. Et l'inspecteur du travail ou l'inspection du travail a un rôle à jouer dessus en tant que corps de contrôle de l'État qui peut conseiller, qui doit accompagner, mais qui, au besoin aussi, doit être dans l'application, dans toute sa rigueur, de ce que dit la loi et la réglementation nationale. Monsieur Ouedraogo, vous êtes travailleur. Qu'est-ce que vous entendez jouer comme partition pour que ce qui est un vœu soit une réalité? Bien, nous sommes associés au programme ACI 7 dès le début. Bon, moi qui vous parle au niveau du comité de suivi, je suis le deuxième vice-président. Donc, les objectifs poursuivis par ACI 7 nous intéressent à plus d'un titre. Et nous sommes prêts effectivement à jouer notre participation parce que dans le programme, il est prévu effectivement des séances de sensibilisation des travailleurs afin qu'au sein des entreprises, ce soit un consensus d'accepter effectivement les normes internationales du travail ainsi que les normes nationales. En tout cas, pour nous, les attentes sont très grandes et nous souhaitons que les résultats effectivement qui sortiront de ces travaux puissent être appliqués sur le terrain. J'ai beau dire aux autres, nous étions en séminaire pour ceci, cela. Si dans 1 an, 2 ans, on ne sent pas quelque chose, pour les travailleurs, vous savez très bien que ce n'est pas ce qui les intéresse plus, c'est ce qui se passe sur le terrain. Docteur Kaboré, qu'est-ce que les employeurs vont faire concrètement pour que la mise en conformité des lieux de travail soit une réalité? Je pense que les employeurs font déjà quelque chose, je ne sais pas qu'ils vont faire. Déjà, avec ce programme, nous avons pu bénéficier de formations à l'endroit des employeurs sur le respect des normes, sur la législation du travail. Nous avons pu élaborer un guide sur la législation du travail. Ce guide permettra aux employeurs
de pouvoir savoir quelles sont les normes en matière du travail, quels sont leurs devoirs ou leurs droits par rapport à l'encadrement des entreprises et le respect des normes internationales du travail. Ce que nous attendons est que les conclusions de ces ateliers, puisque c'est un atelier d'échange sous-régional, que le partage d'expérience des différents pays, nous puissions tirer les acquis, mais aussi regarder de près quelles sont les difficultés que nous rencontrons, mais dans un dialogue social, dans le tripartisme. Monsieur Nonguerma, qu'est-ce que l'inspection du travail peut faire justement pour accompagner travailleurs et entrepreneurs pour que tous sortent gagnants? Oui, nous avons nos missions traditionnelles qui sont le conseil, le contrôle et la gestion des conflits. Et ce sont des missions qui sont chaque jour développées. Et au stade actuel où nous expérimentons la méthodologie d'intervention dans le secteur informel, dans l'économie informelle, il appartiendra à l'inspection du travail d'utiliser la méthodologie pour amener les acteurs de ce secteur-là, de l'économie informelle, à atteindre les objectifs de travail décent. Puisque pouvoir appliquer la législation du travail à l'économie informelle, c'est, comme on le dit, dans le dialogue, la concertation, parce que ce n'est pas évident qu'ils connaissent la législation comme il se doit, et ce n'est pas de la même manière que l'on va appliquer la législation dans la même brutalité, parce qu'eux, ils ne s'y connaissent peut-être pas, ou ils ne sont peut-être pas immédiatement aptes à accepter la législation, l'application de la législation comme on le fait dans le formel. Donc, c'est de les amener du moins à accepter, sinon à intégrer dans leur vécu quotidien la législation du travail pour que ça soit bénéfique aussi bien pour les entreprises que pour les travailleurs eux-mêmes. Madame Koulibaly, qu'est-ce que vous attendez de ces acteurs du secteur formel là pour accompagner l'informel et que tous sortent gagnants en matière de travail décent? Ce que nous attendons de cet atelier, c'est qu'il nous donne des débouchés, c'est-à-dire qu'il nous permettent de pouvoir obtenir, in fine, le renforcement des capacités de nos administrations du travail. Comme je le disais tantôt, nous sommes à mi-parcours dans les discussions. Et le constat qu'on peut faire, c'est que dans nos différents pays de l'UEMOA, nous éprouvons d'énormes difficultés par rapport aux capacités de nos administrations du travail. Donc, le directeur du BIT l'a dit tout à l'heure, notre activité va s'achever par une rencontre de haut niveau, de niveau ministériel, pour que des décisions politiques puissent éventuellement être prises plus tard, c'est-à-dire que ça sera l'occasion d'indiquer à nos ministres les difficultés que nous rencontrons pour pouvoir conduire nos employeurs et nos travailleurs vers la conformité des lieux de travail dans le respect des normes du travail. Donc vraiment, ce que nous attendons de cette activité, c'est qu'in fine, nous puissions avoir le renforcement de nos capacités. Nous en avons grandement besoin pour accomplir cette noble tâche qui est la nôtre. Merci, Monsieur Oumarou. Qu'est-ce que le BIT prévoit pour la suite pour permettre à tous d'être dans le mouvement? Écoutez, le Burkina Faso est un des 3 pays qui ont été pris comme pays pilote pour être le terrain d'expérimentation d'un certain nombre de démarches, d'un certain nombre de stratégies, d'approches et dans les domaines qui contribuent tous à la mise en conformité des lieux de travail. Nous sommes en train de travailler sur les aspects de sécurité santé au travail, sur les aspects de dialogue social, sur les aspects de droits fondamentaux au travail, dans le cadre de cette approche ici au Burkina Faso. Nous sommes en train de voir aussi dans quelle mesure nous pouvons assurer, disons, un renforcement de capacité, non pas ce qu'on entend à longueur de journée
surtout sous nos tropiques. Sous nos tropiques ici, mais véritablement un renforcement de capacité qui vise à la fois ce qui est innovant et qui vise aussi ce qui peut être pérenne. Donc changer à ça, et donc c'est-à-dire ce qui est structurant. Quelle est l'action structurante qu'on peut entreprendre avec nos mandants tripartites pour que nous sachions que nous ne passons pas d'un atelier à un autre atelier, mais que nous passions d'un atelier, disons, à des capacités nationales de mettre en place les politiques nationales. Donc dans ce sens-là, nous avons lancé un certain nombre de chantiers qui vont, par exemple, pour l'inspection du travail, à une revue et à une révision des curricula de formation initiale des inspecteurs du travail. Nous avons parlé tantôt de l'élaboration de guides méthodologiques d'inspection du travail, que ce soit dans le secteur formel, tout comme dans le secteur informel. Un certain nombre d'actions et d'approches et de stratégies qui doivent nous permettre à terme d'outiller véritablement l'inspection du travail des pays membres de l'UEMOA pour qu'elle puisse faire son travail. Le travail de l'inspection du travail, M. Nongrima l'a rappelé tout à l'heure, c'est-à-dire ses missions, c'est des missions de conseil, c'est des missions d'assistance technique, c'est des missions de contrôle de l'application de la norme du travail. Donc, ce que nous le faisons ainsi, mais nous le faisons aussi avec les organisations de travail d'employeurs. Parce que la mise en conformité des lieux de travail, il n'y a pas comme unique acteur l'inspection du travail, mais les acteurs de l'entreprise, que sont les travailleurs et les employeurs, ont un rôle essentiel à faire. Parce que c'est là que les gens vivent, c'est là que les gens évoluent, c'est là que les gens produisent, et c'est là aussi que les gens se sentent bien ou ne se sentent pas bien. C'est là que les gens préservent leur santé ou la mettent en danger, etc., etc. Donc, tout ça veut dire que dans l'entreprise, les acteurs de l'entreprise sont aussi impliqués dans la mise en conformité du lieu de travail. Et ce n'est pas seulement l'inspection du travail. C'est tout ça que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Et je le dis peut-être de manière un peu séquencée, mais c'est une vision globale que nous avons de l'approche. Une fois que nous serons à terme de cette expérimentation, et ça va arriver bientôt, et comme nous sommes là, nous allons faire un partage d'expérience. Et ceci, maintenant, nous permettra, nous, dans notre programmation à partir de janvier 2016, et puis le biennium 2016-2017, maintenant de pouvoir accompagner les différents pays du monde, je vais dire. Parce que le Burkina est un pays pilote, mais nous avons un autre pays pilote en Asie, un autre pays pilote en Colombie. Et ce qui se passe au Burkina ici, nous nous réjouissons de ça, indépendamment d'un certain nombre de contraintes qui sont là. Nous évoluons très positivement et nous avons des résultats fort intéressants. Merci, M. Oumarou. Merci à tous d'être venus. C'est la fin de cette émission. J'ai reçu pour vous M. Moussa Oumarou du département de la gouvernance et du tripartisme de l'OIT, M. Jean-Marie Nonguerman, directeur général du travail du Burkina Faso. Le représentant des employeurs est le docteur Camille Kaboré, et celui des travailleurs est M. Olivier Diouedraogo. La commission du travail et du dialogue social de l'UEMOA était également représentée sur ce plateau avec Mme Bintou Koulibaly. Avec eux, nous avons parlé de conformité des lieux du travail et du rôle de l'inspection du travail. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur la RTB. À très bientôt.